Ce chapitre va porter sur l'anatomie des muscles de la région cervicale et nous étudierons dans un premier temps les muscles de la région de la nuque, puis ensuite les muscles de la région antérieure du cou. Le cou est donc cette zone frontière et charnière entre le tronc et la base du crâne. Et si l'on réalise une coupe transversale passant à la base du cou, comme ici sur une coupe anatomique, nous apercevons déjà que le rachis cervical est véritablement au centre du cou et qu'il existe une très petite zone antérieure réservée aux viscères du cou et aux axes vasculo-nerveux du cou. Cette zone est disproportionnée par rapport à la musculature qui va former le cou en arrière, sur les côtés et en avant. L'étude des muscles du cou se fera de l'arrière vers l'avant, depuis les muscles de la nuque, en passant par les muscles scalènes, prévertébraux, puis les muscles sternocléidomastoïdiens et les muscles les plus antérieurs qui sont les muscles infrahyoïdiens. Nous allons commencer donc l'étude par la partie musculaire la plus volumineuse, c'est-à-dire celle de la nuque. Parmi les muscles de la nuque, le muscle le plus superficiel, donc le plus près de nous sur cette vue postérieure qui représente le crâne et en dessous la ligne des processus épineux, c'est le muscle trapèze. Cette diapositive va préciser les insertions dorsales du muscle trapèze, uniquement sur la partie droite du sujet. Les points de repère importants sont les processus épineux de T1 et de T12. Et première structure à mettre en place, une lame tendineuse médiale très étalée sur toute la hauteur du schéma qui servira d'insertion dorsale au muscle trapèze. Cette lame tendineuse va donc s'étendre depuis T12 jusqu'à la protubérance occipitale externe. Le muscle trapèze s'insérera également sur la ligne nucale supérieure et sur le bord dorsal du ligament nucal. À partir de cette immense lame tendineuse, il y aura trois faisceaux musculaires depuis le faisceau supérieur jusqu'au faisceau inférieur. Le faisceau supérieur s'insère depuis la protubérance occipitale externe et la base du crâne jusqu'au niveau de T1. C'est le faisceau représenté en jaune pâle sur le schéma. Les fibres musculaires auront une direction descendante et elles sont donc obliques en dehors et en bas. Le faisceau inférieur va s'insérer depuis les processus épineux de T2 jusqu'à T12. Cette lame tendineuse se prolonge par un corps musculaire orienté vers le haut et en dehors. Puis il reste un faisceau moyen intermédiaire depuis le processus de C7 jusqu'à T3. Et donc ce faisceau moyen va recouvrir partiellement les deux précédents. À ce niveau, les fibres musculaires sont strictement horizontales. Voici les insertions terminales du muscle trapèze présentées sur une vue dorsale de la scapula et de la moitié externe de la clavicule. Nous conservons le même code de couleur pour les trois faisceaux musculaires du muscle. En jaune donc le faisceau supérieur qui, on le voit, s'insère sur le quart externe de la clavicule. Puis les insertions du faisceau moyen sur l'acromion et la moitié latérale de l'épine de la scapula. Le faisceau inférieur s'insère uniquement sur l'épine de la scapula, en arrière du précédent. Voici une représentation postérieure de la scapula, avec l'obliquité
des 3 faisceaux musculaires du muscle trapèze. Lors d'une contraction, le muscle trapèze va donc provoquer un mouvement dit de sonnette de la scapula autour d'un axe marqué ici en noir sur la diapositive. La contraction de l'ensemble du muscle trapèze ramène également la scapula à proximité du rachis de la ligne des processus épineux. Il y a donc également une adduction de la scapula et surtout une stabilisation de la scapula sur la paroi thoracique. Voici les insertions du muscle trapèze sur une vue ventrale de la région cervicale droite. En jaune, le faisceau supérieur se termine donc sur la clavicule et en arrière de lui, nous retrouvons la terminaison du faisceau moyen sur l'acromion. Le muscle trapèze est un muscle extrêmement puissant qui est innervé par le rameau latéral du nerf accessoire. Le nerf accessoire est le 11e nerf crânien. Il existe également une innervation plus accessoire qui provient du 3e nerf spinal cervical. Le trapèze a tout d'abord un rôle esthétique. Il participe à la silhouette du cou, et vous le voyez sur cette vue antérieure, c'est lui qui forme l'angle entre le muscle sternocléidomastoïdien, laissé en blanc sur le schéma, et l'acromion. Une paralysie de ce muscle trapèze fait disparaître ce relief, et on parle de coup de hache au niveau de la région cervicale. La paralysie du muscle trapèze est particulièrement disgracieuse. Ce muscle a des rôles extrêmement variés. Tout d'abord, si la colonne vertébrale et la tête sont fixes, la contraction du trapèze provoque une élévation et une adduction postérieure de l'épaule. Si la clavicule est fixe, sa contraction provoque une inclinaison homolatérale du cou et une rotation contralatérale de la tête. Si les trapèzes gauche et droit se contractent simultanément, ils provoquent une extension de la tête et du rachis cervical. Voici une coupe transversale du cou très schématique qui passe par le corps vertébral de C7. Cette coupe ne comporte que l'os du rachis et autour de cette structure osseuse, des lignes qui correspondent aux fascias, c'est-à-dire aux enveloppes fibreuses qui vont cloisonner les structures musculaires du cou. La ligne verte périphérique, en vert clair, correspond aux fascias cervicales superficielles. Cette ligne se dédouble par endroits, et dans ces dédoublements, nous retrouverons des structures musculaires un peu plus loin dans le cours. La ligne vert sombre, qui est presque équatoriale, qui est donc horizontale sur le schéma, correspond au fascia cervical profond, qui passe en avant de la face antérieure du rachis. Cette diapositive va présenter la structure de la région de la nuque, en insistant tout d'abord sur les cloisons qui vont former les limites de la région. Parmi ces cloisons, il faut mettre en place le trait noir épais qui est le plus périphérique sur la coupe, c'est le fascia cervical superficiel, qui est un fascia circulaire, c'est-à-dire qu'il est présent aussi bien au niveau de la région antérieure que de la région postérieure du cou. On met en place maintenant le fascia cervical profond, qui est une sorte de ligne équatoriale sur cette coupe. Ce fascia cervical profond va être plaqué contre le corps vertébral et il va séparer la région antérieure du cou de la région postérieure du cou.
Dans cette région postérieure, nous allons donc trouver les muscles de la nuque. Le muscle le plus superficiel, le plus vaste de la région, c'est le muscle trapèze en 1 sur le schéma. Il recouvre complètement les autres structures musculaires plus profondes. Les structures 2 et 3 symbolisent la position de tous les muscles de la nuque avec une région intermédiaire et une région profonde. Nous ne détaillerons pas ces structures musculaires dans ce cours et la nuque sera étudiée à l'occasion d'un autre cours. Une dernière structure appartient à la région de la nuque, c'est le muscle en 4, élévateur de la scapula. Ce muscle également ne sera pas étudié dans ce cours. Sur cette coupe transversale qui ne retient que la partie droite de la région nucale, nous allons placer maintenant des muscles situés en avant des muscles de la nuque. Ce sont les muscles scalènes qui seront sur les côtés des corps vertébraux. Ils sont ici soulignés par ces 3 zones de couleur. Ces muscles vont se fixer sur le tubercule ventral du processus transverse et sur le tubercule dorsal du processus transverse. Voici une diapositive qui présente les structures des muscles scalènes. C'est une vue ventrale du rachis cervical et thoracique et seuls les 2 premiers arcs costaux sont figurés jusqu'à leurs insertions sur le sternum. Nous commençons par le muscle scalène le plus en arrière. Le scalène dorsal se fixe sur les processus transverses des vertèbres de C3 à C6. Le muscle scalène moyen s'insère sur les processus transverses de C6 à C2 et le scalène ventral sur les processus transverses de C3 à C6. Le fuseau musculaire du muscle scalène dorsal se termine sur l'arc moyen de la deuxième côte. Le scalène moyen se termine sur l'arc moyen de la première côte, juste au-dessus du précédent. Le scalène ventral se termine sur le tubercule, au bord supérieur de la première côte. Sur cette coupe transversale de la région cervicale droite, nous retrouvons la disposition des 3 muscles scalènes. Le scalène ventral qui s'insère sur le tubercule ventral et les scalènes moyens et dorsaux qui s'insèrent sur le tubercule dorsal. Il existe donc un espace entre l'ensemble scalène moyen et dorsal et en avant le scalène ventral. Cet espace est en regard de la gouttière du nerf rachidien. Cet espace s'appelle le défilé interscalénique et il va donc protéger les troncs du plexus brachial. Sur le schéma, nous pouvons faire apparaître également un autre élément nerveux essentiel qui est le nerf phrénique, qui sera lui plus ventral que le scalène ventral, qui sera protégé dans un dédoublement du fascia cervical profond. Nous allons ici montrer tout particulièrement la région que l'on appelle le défilé interscalénique. Voici une vue latérale de la région des muscles scalènes droits. On commence par mettre en place des repères osseux, ici le processus épineux de C2, les processus épineux des autres vertèbres cervicales, avec le processus de C7 qui est le plus proéminent. Le processus de T1, et maintenant on fait apparaître en marron la structure du muscle scalène dorsal
depuis les processus de C3 à C6 jusqu'à la deuxième côte, ici au niveau de son tiers moyen. En surimpression, on fait apparaître maintenant le muscle scalène moyen inséré sur les processus de C2 à C6 avec un tendon terminal sur l'arc moyen de la première côte. Et puis enfin, le scalène ventral fixé sur les processus de C3 à C6 et qui se termine par un tendon sur le tubercule de la première côte. Nous allons profiter de ce schéma pour montrer les rôles de ces muscles scalènes. Ce sont des muscles qui, à l'évidence, auront un rôle inspiratoire, même si ce rôle est accessoire. On comprend aisément que par leur contraction, ils auront tendance à soulever les deux premiers arcs costaux, mais ces arcs sont solidaires de toute la cage thoracique et vont donc soulever l'ensemble de la cage thoracique et donc participer au mouvement inspiratoire. Lorsque la cage thoracique est fixe, la contraction des scalènes va provoquer une inclinaison homolatérale de la colonne cervicale. Nous allons maintenant montrer la région qui prend place entre le scalène ventral et le scalène moyen. Cette région s'appelle le défilé interscalénique ou défilé des muscles scalènes. Dans ce défilé, nous allons mettre en place une première structure nerveuse, c'est le nerf phrénique, dont le constituant principal provient de la racine C4. Nous avons insisté sur l'importance du nerf phrénique, puisque c'est le seul nerf moteur du diaphragme qui est lui-même l'élément le plus important dans la ventilation. C'est donc un élément noble qui est protégé par les deux muscles scalènes. Ce nerf phrénique va être plaqué contre le scalène antérieur. Il va progressivement passer sur le bord antérieur du scalène ventral. En dessous de lui, nous allons trouver au fond du défilé interscalénique l'association des racines C5 et C6 qui forment le tronc supérieur du plexus brachial. Puis en dessous, la racine C7 qui forme le tronc moyen du plexus brachial. Et enfin, l'association des racines C8 et T1 qui forment le tronc inférieur du plexus brachial. Dans le défilé interscalénique, immédiatement au bord supérieur de la première côte, on retrouve également la structure de l'artère subclavière qui va poursuivre sa trajectoire en direction de la fosse axillaire. Nous reprenons la coupe transversale de la région cervicale droite pour présenter maintenant les muscles prévertébraux. Nous allons simplement montrer leur position sur une coupe transversale du cou sans détailler leur structure. Ces muscles sont situés contre le corps vertébral et immédiatement en dessous du fascia cervical profond. Ces muscles sont composés du muscle long de la tête et du muscle long du cou. Ces structures musculaires sont paires et symétriques. Leur étude ne sera pas détaillée et ils sortent donc du cadre de ce programme. La structure musculaire que nous présentons ici en coupe est celle du muscle sternocléido-mastoïdien. Il s'agit du relief musculaire le plus superficiel au niveau de la région antérieure du cou et surtout de la région latérale du cou. Cette diapositive présente une vue latérale gauche du cou
qui va insister sur le muscle sternocléido-mastoïdien. Voici tout d'abord le chef musculaire profond du muscle, tendu entre l'os occipital et la clavicule. On parle de chef cléido-occipital, cléido venant de clavicule. Il y a une seconde partie, un second chef à ce muscle, c'est le chef sternomastoïdien, entre le manubrium sternal et la mastoïde. Le chef cléido-occipital a un corps musculaire étalé. Le chef sternomastoïdien a un corps musculaire fusiforme. Ces deux structures, tout en bas de la région cervicale, sont légèrement divergentes et il existe donc une petite surface entre les deux chefs musculaires et le bord supérieur de la clavicule. Cette petite surface s'appelle le triangle supraclaviculaire mineur, par opposition au triangle supraclaviculaire majeur qui sera en dehors du chef cléido-occipital. Ce triangle est important parce qu'à travers lui, on peut ponctionner facilement la veine jugulaire interne sous-jacente. C'est à ce niveau qu'on a souvent besoin de mettre en place un cathéter si l'on veut le mettre en place dans une veine de gros calibre. On dirige alors l'aiguille de ponction comme cette flèche jaune de haut en bas en visant le triangle supraclaviculaire mineur et en s'enfonçant dans la partie profonde du cou. Le muscle sternocléido-mastoïdien a des rôles qui vont varier en fonction de sa contraction unilatérale ou bilatérale. Lorsque ce muscle se contracte de façon unilatérale, il va provoquer une flexion et une inclinaison homolatérale de la tête et une rotation contralatérale de la tête. Quand ce muscle va se contracter de façon synergique avec le muscle opposé, c'est-à-dire le muscle droit, l'ensemble des deux muscles sternocléido-mastoïdiens provoque une flexion de la tête et du cou sur le thorax. Enfin, lorsque le rachis cervical est fixe, la contraction de ce muscle va avoir tendance à soulever la clavicule et le sternum et donc augmenter légèrement la capacité thoracique. C'est donc un muscle inspiratoire accessoire. Ce muscle sternocléido-mastoïdien est innervé par le plexus cervical et surtout par un rameau du nerf accessoire, c'est-à-dire du 11e nerf crânien. Voici un gros plan sur la région du triangle supraclaviculaire mineur pour montrer combien il est facile d'apercevoir cette structure en observant simplement la région du cou. Cette ligne présente la surface de la clavicule et l'incisure jugulaire. Ici, on retrouve les deux chefs du sternocléido-mastoïdien. On voit donc nettement la position du triangle supraclaviculaire mineur qui peut être le siège d'une ponction si l'on veut atteindre la veine jugulaire interne. Sur cette coupe transversale de la partie droite du cou, nous faisons apparaître l'ensemble des muscles infrahyoïdiens, qui est le dernier groupe de muscles constituant du cou. Ces muscles sont sous-jacents aux muscles sternocléido-mastoïdiens et à proximité des viscères et des vaisseaux du cou. Ces muscles sont enveloppés dans un fascia cervical moyen
qui est une autre structure fibreuse du cou, qui sert d'enveloppe protectrice à l'ensemble des muscles infrahyoïdiens. Le terme de muscle infrahyoïdien sous-entend qu'il existe une structure hyoïdienne. Cette structure est en fait un os, l'os hyoïde, qui est un os impair et médian, qui va être présenté dans la diapositive suivante. Voici une vue de face de la région cervicale, avec la ligne courbe qui représente l'arc mandibulaire, puis à la partie basse du schéma, les deux extrémités médiales des clavicules, une simple ligne en 3 représente le bord médial des muscles sterno-cléido-mastoïdiens. Au centre du schéma, nous retrouvons des structures osseuses et cartilagineuses. Tout d'abord en haut, l'os hyoïde, qui est un os impair et médian, qui siège en dessous du niveau de l'arc mandibulaire, au-dessus du larynx. Cet os est composé d'un corps de l'os hyoïde, qui est au centre, un corps qui est un parallélépipède rectangle, et à ses extrémités latérales partent des cornes. Il y a de grandes cornes, une de chaque côté, et des petites cornes qui sont au bord supérieur du parallélépipède. En dessous, nous symbolisons en 5 les constituants du larynx, ici le cartilage thyroïde, en dessous le cartilage cricoïde, et dans le prolongement, la trachée, c'est-à-dire l'axe respiratoire du cou. Voici une vue frontale de la région cervicale destinée à présenter l'organisation des muscles infrahyoïdiens. Sur la partie gauche du sujet, le premier muscle est le muscle thyroïdien, muscle inséré sur la crête oblique du cartilage thyroïde en bas et en haut au bord inférieur du corps de l'os hyoïde. Le muscle sternothyroïdien s'insère lui à la face dorsale du sternum et en dessous de la crête oblique du cartilage thyroïde, exactement en regard de la terminaison du muscle thyroïdien. Il est représenté en gris sur la partie droite du sujet, masqué par les autres muscles infrahyoïdiens. Le muscle infrahyoïdien le plus latéral est le muscle homohyoïdien. C'est un muscle digastrique, tendu au bord inférieur du corps de l'os hyoïde, jusqu'à proximité de l'incisure de la scapula. Il existe une partie tendineuse qui est exactement à mi-parcours sur la trajectoire du muscle. Il existe un ventre supérieur qui est presque vertical et un ventre inférieur qui est lui beaucoup plus oblique, vers le bas et en dehors. La structure musculaire la plus en avant, la plus superficielle, est le muscle sterno-cléido-hyoïdien. C'est un muscle qui se fixe à cheval sur l'articulation sterno-claviculaire, à sa face dorsale, et qui se termine au bord inférieur de l'os hyoïde, un peu plus ventral que le muscle thyroïdien. Voyez qu'entre les muscles infrahyoïdiens gauche et droit, sur la ligne médiane, il y a un losange très étiré dans le sens crânio-caudal. Ce losange est celui de la trachéotomie. C'est au centre de ce losange qu'il faudra réaliser l'ouverture de la voie aérienne, c'est-à-dire de la trachée, pour introduire une canule destinée
à permettre l'arrivée d'air dans la trachée en cas d'obstacle laryngé. Ces muscles infrahyoïdiens jouent un rôle phonatoire accessoire. Par leur contraction et leur relâchement, ils participent à la position du larynx dans le cou et ils peuvent donc faire varier un petit peu la colonne d'air qui permet de moduler le son de la voix. Ces muscles sont innervés par l'anse cervicale. C'est l'association des trois racines nerveuses C1, C2, C3. Sur ce schéma, nous représentons par ce rectangle pointillé bleu la position de la veine jugulaire interne droite. Les racines C1, C2 et C3 s'anastomosent pour former un tronc qui s'appelle l'anse cervicale, avec une branche descendante, puis une courbe à concavité supérieure et une anse qui remonte en direction de la partie haute du cou. Tout au long de son trajet, cette anse cervicale distribue des rameaux moteurs pour les muscles infrahyoïdiens. Ici, le rameau du ventre postérieur et inférieur de l'homoyoïdien, un rameau pour son ventre supérieur, puis des rameaux descendants pour les muscles sternothyroïdiens, sternocléidoyoïdiens et thyroïdiens. Nous allons maintenant insister sur la systématisation des nerfs du cou. Ce que l'on appelle le plexus cervical, c'est l'ensemble de toutes les branches issues des racines C1, C2, C3 et C4. Ce plexus cervical se décompose en deux parties, une partie superficielle, une partie profonde. Une partie superficielle qui sera dirigée vers la région antérieure du cou, une partie profonde vers la région de la nuque. Ce plexus cervical contient également des nerfs moteurs et sensitifs. Certains nerfs moteurs du plexus cervical superficiel vont s'associer pour former l'anse cervicale. Ces nerfs sont ceux qui proviennent des racines C1, C2, C3. L'anse cervicale est donc bel et bien un nerf moteur qui va servir à innerver l'ensemble des nerfs, des muscles infrahyoïdiens.